RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. 9h10, soyez toutes et tous les bienvenus, nous sommes ensemble jusqu'à 10h sur RCF et Radio Notre-Dame, c'est l'heure du débat du jour. Deux invités ce matin, Philippe Guibert, ancien directeur du service d'information du gouvernement, et nous sommes également avec Vincent Petitet, écrivain, consultant en stratégie. Bonjour à tous les deux. Bonjour messieurs. Quel est le programme aujourd'hui, Louis Defresne? Écoutez, on va poser une question très simple. Faut-il payer pour entrer dans une église ? Alors pas n'importe quelle église, c'est Notre-Dame de Paris. Mais il y a quand même toute une controverse alors que le chantier de Notre-Dame n'est pas fini, mais qu'on s'attend tous bien sûr à la réouverture du 7 et 8 décembre, de savoir si la proposition de Rachida Dati est recevable. Voilà, on posera la question à nos débatteurs dans un instant. Et on pose la question aussi à tous nos auditeurs. Vous pouvez réagir en direct sur RCF et Radio Notre-Dame à l'adresse direct@rcf.fr, radionotre-dame.com. Merci Louis Defresne. Faut-il rendre payant l'accès à la cathédrale Notre-Dame de Paris ? Eh oui, en faisant payer 5 € seulement par visiteur, on récolterait 75 millions d'euros par an. Ce n'est pas rien. Le principe de gratuité du droit d'entrée dans les églises et les cathédrales a été rappelé cependant par le diocèse de Paris. On l'écoutait ce matin sur notre antenne via Pauline de Torsiac. Si cette pratique est aussi courante en Italie, parce qu'on cite souvent l'Italie et la basilique Saint-Marc de Venise, il y a la loi de séparation de 1905 qui évidemment organise les choses un petit peu différemment et qui interdit normalement toute taxe ou redevance sur l'entrée des édifices religieux. Néanmoins, la question se pose et Stéphane Bern n'y était pas opposé, lui qui est un petit peu le ministre du patrimoine. Alors Philippe Guibert et Vincent Petitet, comment réagir à cette proposition de Rachida Dati? C'était dans le Figaro. Philippe Guibert. Écoutez, la réalité, c'est que l'État est à l'os en matière de dépenses. C'est ça qu'il faut dire. Et qu'on est dans une période où, collectivement, on doit trouver des économies. Donc oui, bien sûr, vous avez raison, il y a la loi de 1905. Mais enfin, je trouve que pour l'édifice de Notre-Dame de Paris, qui est certainement le plus visité, celui sur lequel il y a le plus de touristes, d'avoir un droit d'entrée pour les touristes de 5 € me paraît pas du tout choquant. C'est bien plus dans d'autres grands édifices religieux en Europe. Et que ce soit plus cher pour des touristes qui viennent de plus loin, par exemple, c'est possible ça ? C'est peut-être compliqué à mettre en œuvre. Ça commence à... Non, un droit d'entrée de 5 € pour aller visiter Notre-Dame de Paris me paraît pas du tout choquant. Mais comment vous faites la distinction entre un touriste et un chrétien ? Moi-même, comme chrétien, je peux aller visiter une cathédrale, mais comme touriste et non pas comme chrétien. Comment est-ce qu'on fait la distinction ? Si vous y allez en tant que visiteur culturel, on va appeler ça comme ça, vous paierez 5 €. Ça me paraît pas du tout choquant. Moi, je passe une partie de ma vie à visiter des églises. Je suis un amoureux de l'Italie pour cette raison. Et à Palerme, dans le centre de Palerme, et évidemment dans d'autres villes, Venise, Rome, vous payez régulièrement 2 €, 3 € pour aller visiter des églises. Ça ne vous empêche pas de vous recueillir si vous le souhaitez. Et j'avoue que je n'arrive pas à trouver ça choquant. La réalité, qu'il faut vraiment rappeler, c'est que oui, il faut qu'on trouve des économies à faire. C'est trivial, c'est mesquin, c'est pas très joli, c'est pas extrêmement brillant de la part de l'État en France d'en être dans une situation où on doit faire une économie de 75 millions d'euros pour trouver les financements pour rénover les églises de France. Mais c'est la réalité triviale, elle est celle-ci. Et ça me paraît pas extrêmement choquant de faire payer quelques euros à des visiteurs, et y compris quand vous allez visiter une église et que vous n'y allez pas pour prier ou vous n'y allez pas pour un office, de payer quelques euros ne me paraît pas choquant. Là, en l'occurrence, c'est que Notre-Dame. Oui, c'est que Notre-Dame. D'autant que la contribution, évidemment, reporterait pour une part énorme sur le tourisme, donc étranger, pas le tourisme national, ce qui veut dire que ça sera $1 pour la plupart des Français, puisque c'est une façon de faire payer les Chinois et d'autres nationalités. Sur Notre-Dame, les il Américains. doit être majoritaire, le tourisme étranger. Voilà. Mais moi, j'ai pas de problème à ce que les touristes français payent aussi un peu. Vincent Petitet. Alors moi, je répondrai à la question différemment en interrogeant plutôt notre rapport au sacré. Et à ce titre, je partirai de l'œuvre d'Hartmut Rosa, qui est un sociologue allemand maintenant, qui depuis 10 ans est connu internationalement, qui explique que la condition de l'homme moderne, enfin dans la modernité tardive, est liée à une sorte de culte de la performance, de l'efficacité, et donc au culte du chiffre.
Ce qui aboutit généralement à l'exploitation de la ville, l'exploitation de l'environnement, l'exploitation de tout notre environnement au nom de l'efficacité. Et pour remédier finalement à cette posture, Hartmut Rosa a élaboré un concept intéressant qui est celui de résonance. Alors la résonance pour Rosa, il développe le concept dans un livre énorme de 800 pages qui est absolument admirable, qu'il a sorti il y a 3 ans, enfin traduit en français il y a 3 ans. Il développe le concept, lui, de résonance. Alors la résonance, c'est une correspondance intime, je dirais, entre l'individu et le dehors, mais hors de toute relation utilitariste. À ce titre, l'année dernière, il a sorti un bouquin qui s'appelle « Pourquoi la démocratie a besoin de la religion ?» en renouvelant la notion de résonance et en expliquant que la religion, justement, est fondée sur une réciprocité résonante, c'est-à-dire que notre relation avec la résonance nous met dans une posture de réponse intime avec le monde. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'efficacité, on n'est plus dans le chiffre, on n'est plus dans l'univers froid, mais on est dans une relation résonante de réponse intime. Et justement, quand on entre dans une église, on est en phase avec la résonance, justement. Parce que l'église, ce n'est pas un supermarché. L'église, il y a du sacré, il y a une relation qui est différente, de verticalité non plus d'horizontalité. Et donc, on est dans cette relation de réponse résonante. Or, l'introduction du mercantilisme, c'est-à-dire faire payer l'accès à une église, casse justement cette résonance et nous met plutôt dans une perspective, je dirais, très, très utilitariste, très matérialiste, qui casse le rapport au sacré. Alors, Hartmut Rosa n'est pas un défenseur du religieux, de l'institution religieuse, mais il cherche les moyens de retrouver des rapports résonnants dans le monde entre l'individu et son environnement. Est-ce que vous pensez qu'en laïcité, l'État, qui est quand même propriétaire des cathédrales, doit assumer une part de spiritualité que représentent ces édifices d'une certaine manière? Est-ce que c'est ce que vous dites là en le citant, cet auteur? Oui, mais ce qui me gêne un peu, c'est que la relation résonante, la relation de spiritualité ne doit pas avoir de médiation étatique ou institutionnelle. C'est-à-dire que c'est le rapport direct finalement avec le religieux là dont il est question. Et il faut se souvenir qu'une église, c'est là où on célèbre l'Eucharistie, donc la transsubstantiation, donc la présence du Christ. Donc c'est pas effectivement un musée où on paye pour rentrer, même si on peut entrer en communion avec des œuvres d'art, ça Hartmut Rosa le souligne, mais le rapport au religieux, là, moi, m'a beaucoup interrogé. Ça pose la question de savoir, en fait, quel est le statut de cet édifice. On se souvient de Christophe Castaner, ancien ministre de l'Intérieur, qui disait que Notre-Dame n'était pas une cathédrale. Donc, si ce n'est pas une cathédrale, qu'est-ce que c'est ? C'est un musée, c'est un monument, alors c'est tout à la fois, mais comment se débrouille-t-on avec ce statut-là ? Il n'y a même pas de discussion là-dessus. Et le rapport au religieux, au sacré est évident. Mais alors, si je vous écoute et si je vous suis, il faudra prendre le problème en amont, me semble-t-il. Absolument. Le tourisme de masse, globalisé, est une profanation du sacré à ce moment-là, si on va jusqu'au bout de ce raisonnement. C'est-à-dire que des quarts d'Américains, de Chinois, d'Européens soient déversés pour visiter Notre-Dame, je trouve que c'est une profanation du sacré. Et qui viennent pour Victor Hugo la plupart du temps. Et qui viennent pour Victor Hugo. Donc, je comprends bien votre raisonnement sur l'introduction du mercantilisme dans la relation au religieux, au sacré, qui est tout à fait déplacée. Oui, d'accord, mais alors à ce moment-là, il faut considérer que les édifices religieux, à commencer par les cathédrales et les autres basiliques et autres églises, n'ont pas à être visités par des touristes qui ne sont pas dans une relation au sacré, au religieux, et qui viennent comme on vient à un musée, ou qui viennent à Notre-Dame, comme on vient visiter Notre-Dame, Montmartre, la Tour Eiffel, et puis je ne sais quel autre site parisien. Donc je trouve que si votre raisonnement est juste, il faut aller plus loin et réserver les édifices religieux à simplement ceux qui veulent se recueillir ou assister à un édifice religieux. Et ça me paraît... l'idée peut se défendre. Un office. Mais l'idée peut se défendre. Mais il est bien tard pour peut-être réagir à cette tendance du tourisme de masse globalisé. Alors, je nuancerais peut-être en disant que les églises sont ouvertes à tous. Depuis toujours, l'Église est ouverte à tous, à chacun, à chacune, bien sûr. Mais surtout, on peut toujours avoir l'espérance qu'un touriste, peut-être, peut être touché par la grâce ou par un élément très irrationnel dans sa visite d'une église. C'est l'argument in fine du diocèse de Paris qui défend le principe de gratuité. Voilà. Et puis, c'est vrai que on n'est pas tous des mystiques. C'est vrai que on n'est pas tous systématiquement touchés par la grâce. Tout le monde n'est pas un Paul Claudel qui est touché par la grâce au pied de la Vierge Marie, derrière un plié. Mais y en aurait-il un que... Mais il y a quand même dans l'église, il y a toujours l'autel qui est consacré. Il y a toujours
dans les sacrements, il y a toujours des éléments quand même qui sont très exaltants pour un croyant dans une église. Mais sachant en plus qu'il va y avoir un circuit recréé dans Notre-Dame de Paris pour donner un peu de pédagogie à ce lieu, Ouais. puisqu'on comprend mal aujourd'hui ce qu'est une église, comment ça fonctionne, quels sont les lieux saints, les lieux sacrés. Donc en fait, même un touriste vient faire une expérience d'un autre ordre, quoi. C'est pas seulement... il est censé. Il est censé Non, faire il cette va pas expérience, mais uniquement le pour voir des œuvres d'art. temps moyen dans une cathédrale, Étienne, je crois que c'est 8 minutes. Hein. C'est-à-dire, en fait, Ouais. le touriste arrive, fait le tour. Qu'est-ce qui se Même passe à dans ces 8 Notre-Dame minutes? Même à Notre-Dame de Paris, parce que 8 minutes, c'est un peu court pour... Mais ceci étant dit, à Notre-Dame de la Garde à Marseille, j'y suis allé quand le pape François est venu à Marseille. Notre-Dame de la Garde, c'est un flot incessant, un tour comme ça qui dure moins de 5 minutes. Hein. Mais c'est beaucoup plus petit. Ouais, c'est beaucoup plus petit, mais ça m'a frappé. On n'a pas le temps de regarder, on peut pas s'arrêter, c'est même pas possible. Et les voyagistes, en fait, qui font donc évidemment de l'argent là-dessus, n'ont pas intérêt à ce que les gens restent très longtemps, puisque tout repose sur la concentration horaire, en fait. Hein, Versailles, Notre-Dame de Paris, la Tour Eiffel. Donc ça pose la question, effectivement, du rapport au tourisme, tout simplement, du surtourisme. Là. Oui, c'est ça. Mais alors évidemment, Vincent Petit, si, dans la mesure, ce que vous disiez, Philippe Guerre, si on prend la question en amont et qu'on empêche le tourisme de masse d'entrer dans Notre-Dame, on ne résout rien d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'on se prive d'une éventuelle source de revenus et on laisse à l'État le soin de s'occuper donc de ces édifices. C'est-à-dire qu'on ne capitalise pas, on ne trouve pas un moyen détourné pour faire financer le monument par le tourisme. Oui, c'est un moyen détourné. Mais je préférais qu'on finance finalement le monument par le denier du culte, par exemple. Il faut aussi s'interroger sur le fait que les dons sont de moins en moins importants. Pourquoi ? Mais on en revient toujours au rapport au sacré, selon moi. Oui, allez-y, Philippe Guibert. Est-ce que le rapport au sacré passe par le denier du culte ? Ça voudrait dire, je pousse votre idée et votre raisonnement, ça voudrait dire qu'un visiteur se sent, puisque c'est un don, donc ce n'est pas une obligation, se sent obligé, après avoir visité un tel monument, de laisser... Le denier du culte est une obligation. Hein. Quand vous êtes oui, fidèle. au cours d'un office. Mais Mais si même vous êtes votre visiteur... bol annuel, par exemple. Oui, mais si vous êtes visiteur culturel, touriste, est-ce que vous allez vous sentir obligé de faire ce don ? Je trouve que ça aucune pourrait... obligation. Ça peut tout à fait se défendre, parce que quand bien même vous n'êtes pas croyant, vous pouvez être saisi par Bien sûr. la sacralité du lieu et par sa grâce, quand bien même vous n'êtes pas croyant, et que vous ayez envie de contribuer à entretenir un tel lieu. Et donc ça, je le comprends très bien, mais je constate que ce n'est pas forcément beaucoup le cas. Et Non, comment bien sûr. fait-on pour inciter les visiteurs culturels, les touristes, à se dire, mais écoutez, j'ai visité Notre-Dame de Paris, c'est un lieu... Mais ça se trouve, il donnerait, Philippe Guibert, peut-être beaucoup plus que 5 €. Peut-être. Après leur visite, hein, Peut-être. c'est comme ça que ça fonctionne sur l'affectif, l'émotion, l'investissement personnel. Oui. Alors je ne sais pas si ça Mais serait alors, un le quart de entre-deux, en fait, touriste, ne pas faire payer obligatoirement, mais susciter le don. Le quart de touriste qui fait le tour en 8 minutes, je ne pense pas que ça va marcher. Voyez-vous ? Donc c'est peut-être là, alors à ce moment-là, c'est peut-être la conception de la visite culturelle, appelons-la comme ça, qu'il faut reconsidérer et qu'on n'autorise pas des gens à passer 8 minutes parce que derrière, il faut aller tout de suite à la Tour Eiffel ou qu'il faut monter à Montmartre pour retrouver les décors de tel ou tel peintre. Il faut Donc, profiter de Montmartre avant que ce soit rasé par Thomas Guénolé. Mais ce qui peut être intéressant, c'est que les visites soient organisées par un religieux, par exemple. À Rocamadour, c'est un religieux, moi, qui m'avait fait la visite de l'église. Et c'est vrai que l'intensité est différente. Le rapport, finalement, au monument est très différent. Il y a toujours cette notion de sacré qui entre en jeu, même s'il n'y a aucune prescription, aucune obligation. J'étais allé au British Museum il n'y a pas longtemps, là. C'est vrai que les gens donnent ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé vous n'avez pas de payez pas d'entrée particulière, vous donnez ce que vous voulez. Et on voit les gens donnent parce qu'en fait, les gens, oui, parce que les urnes sont transparentes et vous voyez plein de billets. Voilà. Les gens donnent Mais volontiers. écoutez, Ça peut être un concept. Hein. Puisque j'ai critiqué les touristes, il m'arrive d'être touriste. Je suis un passionné de Palerme. Palerme a un patrimoine d'églises baroques de la Contre-Réforme qui est absolument extraordinaire. C'est fabuleux. Et donc, dans le centre de Palerme, dans quelques centaines de mètres carrés, vous avez un patrimoine extraordinaire. Et dans ces églises, vous donnez 2 €, 3 €. Et en fait, en réfléchissant, je me dis, en tant que touriste, en tant que visiteur, je trouve ça assez normal qu'on me demande de verser une somme
symbolique, parce que si vous êtes allé en voyage jusqu'à Palerme, vous avez de quoi donner 2 ou 3 euros tous les 500 mètres dans une église, quand vous en visitez 4 ou 5 dans le cœur de Palerme. Et donc finalement, je trouve que ça ne nuit absolument pas. Dans ma démarche de visiteur, de touriste, ça ne nuit absolument pas à la sacralité du lieu. Je dirais presque au contraire, parce que ça me fait prendre conscience que ce patrimoine, en l'occurrence, je prends l'exemple de Palerme, est tout à fait exceptionnel, et qu'il faut l'entretenir. Et que moi, en tant que visiteur, je peux contribuer involontairement à un peu l'abîmer, et qu'il mérite d'être entretenu, et qu'il faut, parce que c'est quelque chose qu'on doit transmettre aux générations suivantes. Donc vous voyez, en réfléchissant, en discutant avec vous, je finirais presque par trouver légitime qu'on demande 2 euros à l'entrée des églises. J'ai raté ma démonstration. Non, c'est justement Mais non, mais c'est intéressant. un moyen de fertiliser. Oui, Mais c'est pas contradictoire avec le sacré. En Italie, c'est plutôt les églises qui sont en charge de l'entretien des monuments. Oui, il n'y a pas de séparation. Alors, ça pose une vraie question, c'est que si le diocèse de Paris invoque le principe de gratuité, etc., c'est sans doute parce que peut-être qu'il perçoit dans cette première initiative une manière pour l'État de commencer à se désengager de la loi de 1905 et de l'entretien des monuments. Peut-être que c'est un ballon d'essai et que si on laisse une faille s'introduire, eh bien après, on pourra peut-être étendre le principe de désengagement de l'État. Ça, c'est vrai. Et là, c'est un énorme sujet, évidemment. Si sujet, l'Église, comme en Italie, doit être amenée à entretenir elle-même son patrimoine, vu ses finances, ça change complètement la donne. Donc peut-être que c'est pour ça qu'ils disent non par principe à l'idée de faire payer les touristes. Peut-être que c'est ça. Absolument, oui. C'est un petit peu un principe, malheureusement, qui s'étend à tout. Par exemple, les Restos du Cœur, qui sont co-gestionnaires de la misère en France, c'est une action louable. Mais on a l'impression que l'État, des fois, se dédouane sur les associations de ce type. Il ne faudrait pas, effectivement, qu'on tombe dans ce travers avec l'Église. Je trouve que vous posez peut-être la vraie question politique, budgétaire. Oui, c'est politique, là. Oui. Là, on a quitté le sacré parce que vous avez un État qui est un État au sens large, y compris l'État social, qui est non pas en faillite, mais enfin qui voit trop grand, qui voit trop grand et pour se financer. Et donc ça suppose qu'il y a des missions de l'État qui, dans les années qui viennent, seront forcément d'une manière ou d'une autre remises en cause. Et donc la question que vous posez me paraît être la vraie question. Et peut-être que Rachida Dati, qui a lancé cette idée que je trouve pas inintéressante, enfin en tout cas elle suscite notre débat, aurait peut-être dû non seulement se concerter avec le diocèse, parce que je crois... Surtout ils ne sont pas sans se voir ni sans se parler sur la restauration. Ce qui, je crois, n'a pas été tout à fait fait, c'est peut-être une petite erreur politique de la part de Rachida Dati. Donc encore une fois, je trouve que l'idée est intéressante. Non seulement se concerter, mais peut-être dessiner un peu ce que va être la mission de l'État dans le respect de la loi de 1905. Qu'on dise les choses à un moment donné. Qu'on dise on n'en a plus les moyens, ou on a d'autres priorités, ou cette priorité-là, on la conserve. Mais ça, c'est un vrai débat. Et politique. de toutes les conséquences de toute cette initiative, en fait. C'est par ces conséquences qu'elle peut-être suscite des inquiétudes. Ouais. Voilà, écoutez, oui, on en reste là pour l'instant. On va peut-être en rester là puisqu'il nous reste 29 secondes avant les infos là. C'est parfait. Alors on va conclure. Ils sont très sages. Et puis on va déjà vous annoncer les thèmes qui vont suivre. On va parler des États-Unis. On se posera cette question. On parle de l'avortement, mais quid de la peine de mort? On parlera du budget 2025 de l'État français. Jusqu'où peut-on consentir à l'impôt? Encore une question. Et vous pouvez vous-même participer à ce débat à l'adresse direct@rcf.fr, direct@radionotre-dame.com. Bienvenue sur RCF et Radio Notre-Dame. La matinale continue, le débat du jour, ce matin, avec nos deux invités que je vais vous représenter. Philippe Guibert, ancien directeur du service information du gouvernement, et Vincent Petitet, écrivain consultant en stratégie. On continue avec Louis Dauphren, les élections américaines. Oui, on se disait qu'on parlait beaucoup de l'avortement aux États-Unis comme sujet extrêmement clivant, et l'un des invités nous a même dit que c'était vraiment le sujet qui divisait la société américaine en ce moment. Mais qu'avec un petit peu de recul, on parlait très très peu de la peine de mort, qui, c'est vrai, se retrouve dans quelques États américains. Il y en a 5 qui appliquent encore la peine de mort, mais c'était un sujet dont on parlait beaucoup avant et qui a un petit peu disparu des radars. Alors pourquoi? Et puis est-ce que c'est un sujet encore qui compte? Et puis au-delà, bien sûr, ce sont les valeurs qui structurent la société américaine qui sont au cœur de notre discussion. Philippe Guibert et Vincent Petitet. Vincent, vous qui avez étudié Michel Foucault et les prisons. Oui, la peine de mort. En fait, ce qui se passe aux États-Unis, là, je crois que Joe Biden a beaucoup déçu sur la peine de mort. Lors des midterms en 2022,
Beaucoup de démocrates pensaient que la peine de mort allait être au centre des débats. Ça n'a pas du tout été le cas. D'autant plus qu'en 2022, il y a eu ce qu'on appelle le phénomène des botched executions aux États-Unis, c'est-à-dire les exécutions ratées. Il y a eu beaucoup d'exécutions qui ont été ratées. Il y a notamment le cas de Jonathan James, qui est un condamné à mort, qui a mis 3 heures finalement à mourir parce qu'on n'arrivait pas à trouver ses veines, les intraveineuses ne fonctionnaient pas. Donc 3 heures en fait d'agonie, qui était absolument terrible. Et là aussi, les démocrates pensaient que Joe Biden allait s'emparer du sujet, il ne l'a pas fait. Il n'a même rien fait pour arrêter différentes exécutions malgré la pression des associations. Et en 2023, il y a même des rapporteurs de l'ONU qui ont exprimé leur préoccupation face aux nouveaux types d'exécutions qui sont liés à l'inhalation de l'azote. Or, l'inhalation de l'azote prolonge finalement les agonies plus qu'autre chose et rend la peine de mort, comme on dit aux États-Unis, semblable à un vrai massacre. Donc il y a des débats assez intenses et on a du mal à comprendre, si ce n'est effectivement d'un point de vue purement électoraliste, que Joe Biden ne soit pas plus offensif sur la peine de mort. D'autant plus que Donald Trump, avant de quitter ses fonctions, a engagé une série d'exécutions, 13 exécutions, je dirais, sur une période assez courte, qui a aussi crispé un petit peu une partie de l'électorat démocrate. Alors c'est vrai qu'aux États-Unis, les gouverneurs sont élus, c'est eux qui sont aussi en mesure d'arrêter ou non une exécution capitale, et dans certains États du Sud, l'électorat est très favorable à la peine de mort. Alors bien sûr, c'est le contexte américain, hein, mais c'est vrai qu'il y a une actualité assez brûlante sur la peine de mort. Mais il y a aussi des démocrates pro-peine de mort. Tout à fait. Donc ce n'est pas un clivage qui divise forcément, systématique entre les deux camps. Philippe Guibert. Et puis, il y a peut-être un élément qui est qu'on est au minimum historique. Alors, on peut juger qu'il y en a toujours trop, hein, mais on est au minimum historique des exécutions capitales aux États-Unis. Il y en a encore eu une cet été, mais enfin, le nombre de peines de mort a beaucoup diminué aux États-Unis. Il n'y a plus que 5 États. C'est encore trop et c'est un combat à mener pour tous les abolitionnistes. Mais ce n'est plus un sujet qui est aussi prégnant qu'il pouvait l'être à d'autres périodes. Et vous faisiez allusion au midterm que Joe Biden n'a pas gagné, mais dont il a largement limité la défaite, puisque les démocrates aux États-Unis n'ont pas complètement perdu les midterms, en tout cas beaucoup moins que le perd le parti au pouvoir en général. Et c'est beaucoup lié à la question de l'avortement. C'est-à-dire que la question de l'avortement, depuis l'arrêt de la Cour suprême, me semble avoir remplacé aux États-Unis le débat sur la peine de mort. Et le grand débat de société sur les valeurs américaines, c'est l'avortement. Et c'est un élément extrêmement mobilisateur pour l'électorat. Et les deux ne se croisent pas, parce qu'on pourrait considérer que l'avortement est une forme de peine de mort. Mais pourtant, ça n'est pas confondu. Oui, c'est tout un débat. Non, mais ça veut dire que quand on aborde l'un, on n'aborde pas l'autre. Il n'y a pas de Non, il n'y a pas de croisement, parce que l'avortement renvoie à la libre disposition du corps des femmes, hein, ce qui est un autre débat, et c'est un élément extrêmement fort de mobilisation de l'électorat féminin en faveur des démocrates, hier de Biden et aujourd'hui de Kamala Harris. D'où le fait que Trump développe tout un discours en direction des femmes, puisqu'il sait que c'est une de ses grandes faiblesses électorales et qu'il peut perdre l'élection là-dessus. Et il développe tout un discours en direction des femmes en disant que les femmes sont en danger à cause des migrants et que les migrants sont les auteurs des agressions sexuelles et des crimes sexuels, entre autres. Et donc, cette question des femmes et la question de l'avortement semble vraiment tout à fait centrale aux États-Unis, et l'élection, c'est un des sujets, voire le sujet sur lequel peut se jouer cette élection. Et de même, la peine de mort n'est pas un sujet sur lequel peut se jouer cette élection. Et de même, on n'entend pas, à ma connaissance, on n'entend pas les pro-life, par exemple, les pro-vie, parler de la peine de mort ou contester la peine de mort, alors que ça pourrait s'entendre. Oui, ils s'intéressent surtout à l'avortement. Oui, oui, c'est ce que je veux dire. Les dossiers sont vraiment séparés. Vincent Petitet. Mais Louis Dauphren, vous parliez de Michel Foucault, là, qui m'est très cher, comme vous le savez. Et si on raisonne en termes foucaldiens, néanmoins, l'avortement, la peine de mort, interroge quand même la biopolitique américaine. C'est-à-dire que la biopolitique américaine, le fait d'organiser la vie, d'organiser la mort, est très axée quand même sur des questions qui sont très différentes de chez nous, parce que le rapport à la violence légitime aux États-Unis est très différent. Oui. Par exemple, aux États-Unis, dans certains États, vous pouvez vous balader avec des armes, c'est bien connu. Absolument. Donc ils ont un rapport avec la violence étatique qui n'est pas la nôtre. Et donc je pense que c'est pour ça que Comment le définir, ce rapport ? Il est plus individualisé. Je pense qu'il est moins régulé.
C'est-à-dire que chacun a la possibilité d'exercer une forme de violence légitime, C'est ça. ce qui n'est pas le cas en C'est le France. fameux premier Exactement. amendement. Alors, je dirais qu'aux États-Unis, c'est presque ce n'est pas métabolisé. En France, c'est très métabolisé. C'est-à-dire qu'il y a des modes de régulation de la violence. Aux États-Unis, on a un rapport beaucoup plus direct à la violence. Beaucoup plus direct, c'est vrai, au fait de donner la mort, de donner la vie, de retirer la vie. Tout ça est très différent et très intéressant, en fait. C'est le rapport à la violence est assez fondateur dans Absolument. l'histoire des États-Unis. La conquête de l'Ouest, c'est une La conquête conquête de violente. l'Ouest, c'est une conquête très violente. Ouais. Et la question du port d'armes s'inscrit vraiment dans cette généalogie. Et curieusement, les Américains qui ont un pouvoir d'influence sur l'Occident considérable ne nous influencent pas tellement là-dessus. Encore heureux. Non, mais vous avez raison ils de nous influencent souligner par ce toutes point. les- Vous avez raison de souligner ce point qui est paradoxal parce qu'on est extrêmement américanisé. La France, d'ailleurs, étant un des pays les plus américanisés, alors que ce débat, par exemple sur le port d'armes ou sur la peine de mort, est quasiment inexistant. Ah, totalement inexistant même. Absolument. Enfin, sur le port d'armes, totalement inexistant. Et sur la peine de mort, il ne ressurgit que lors de faits divers extrêmement choquants, mais de façon très limitée. Donc, effectivement, nous ne sommes pas influencés là-dessus. C'est vrai qu'aux États-Unis, vous avez un lobby qui s'appelle la NRA, Ouais. qui est extrêmement puissant, qui défend le port d'armes. Il y a même des stars hollywoodiennes qui sont très favorables. Donc c'est vrai que notre grille de lecture, Clint Eastwood. Clint Eastwood, est un petit peu tronquée par rapport aux États-Unis. Néanmoins, si officiellement le débat sur les armes n'a pas cours dans le milieu politique français, officieusement, il va bientôt avoir cours parce que quand on voit les armements de certains du narcotrafic en France, c'est très inquiétant. Enfin, les gars qui ont des kalachnikovs et qui répondent aux forces de l'ordre avec des kalachnikovs alors que les forces de l'ordre françaises au mieux ont un Glock. Vous voyez, enfin c'est pas un Glock, aux Oui, États-Unis c'est un Glock, mais c'est vrai que ça va poser un problème de la régulation des armes en France. Oui, Alors, vous avez raison. Justement, Philippe Guibert et Vincent Petitet, si on doit boucler avec le sujet sur Notre-Dame de Paris, c'est-à-dire le visiteur doit-il payer, etc., pour assurer la survie du monument, est-ce qu'on en viendra au débat qui nous amènerait à assurer nous-mêmes notre propre sécurité parce qu'un jour l'État ne pourra pas le faire ou ne peut plus déjà le faire ? Alors, est-ce que ça passerait par ce genre de mesures qui consisteraient à pouvoir porter une arme, ce qui paraît complètement sidérant dans la société française, mais est-ce qu'on y viendra par la force des choses ? Philippe Guibert. C'est intéressant parce que la question que vous soulevez, ça rejoint cette série à succès sur Canal+ il y a quelques mois, dont le titre m'échappe, c'était sur la guerre civile en France. Et la question, l'influenceuse de très à droite dans cette série réussissait à finir par imposer la question du port d'armes, dont on a dit tout à l'heure qu'il est totalement inexistant en termes de débat dans la Alors, démocratie sauf pour les française. chasseurs, dans le cadre de la Oui, chasse, voilà. Oui, c'est oui, tout. dans un Mais- cadre très particulier qui est celui de la chasse. Et elle arrive à faire changer, à faire évoluer l'opinion publique par des émissions de télévision au nom de cet argument que puisqu'on ne peut plus on ne peut plus être garanti notre sécurité, pardonnez-moi, n'est plus garantie, que justement il y a des règlements de compte et une circulation d'armes extrêmement importante. Elle finit par réussir, ce personnage finit par imposer dans la société française un débat qui n'existe pas sur le port d'armes. Je n'y crois pas une seconde, parce que c'est profondément contraire à notre histoire, qui a consisté à donner à l'État la capacité de tenir la nation. Le jour où en France, on en vient à se poser la question du port d'armes, c'est que l'État est vraiment définitivement par terre et que ce pays est plus est vraiment sur la voie du délitement total. Vraiment, c'est ce que je pense, parce que c'est fondateur dans l'imaginaire français. Vincent Petitet. Alors oui, ce que dit Philippe Guibert me fait penser au fait que moi je fais de la boxe anglaise, donc j'ai pratiqué des sports de combat, et on constate que par exemple les cours de Krav Maga, qui est un sport de combat assez violent, ont beaucoup de succès désormais en France. Notamment, il y a beaucoup de femmes qui vont prendre ces cours d'autodéfense parce qu'elles se sentent elles-mêmes menacées. Alors, ça n'a rien à voir avec le port d'armes, mais on sent de plus en plus que le citoyen se sent menacé et a envie de pouvoir assurer lui-même sa propre défense. Et c'est vrai que le succès de ces cours d'autodéfense sont assez symptomatiques d'un malaise, effectivement, et qui interroge finalement la capacité de l'État à assurer la sécurité des citoyens. Alors qu'il prélève beaucoup d'impôts, on va en parler dans quelques instants. Oui. Il y a quand même cette incohérence là. Hein. Absolument. Je ne sais La pas comment la série à résoudre, laquelle- Philippe Guibert. La série à laquelle je faisais référence s'appelle La Fièvre. J'avais perdu le nom, c'est pour que tout le monde puisse se resituer. Oui, mais on est face, c'est pour ça que la crise actuelle
n'est pas simplement une crise institutionnelle politique, c'est une crise profonde du pays qui s'est construite par l'État. Et là, on est un État qui ne peut plus payer et qui, à un moment donné, va devoir renoncer à des missions. Et dans une situation où la violence remonte dans le pays, le nombre d'homicides remonte, le nombre surtout de tentatives d'homicide explose plus 50% en 8 ans. Je ne sais pas si on mesure ce que ça signifie. Une augmentation des coups et blessures volontaires qui est considérable, qui est de l'ordre de 30% sur la même période. Donc on a une remontée très forte de la violence physique, de la violence, j'allais dire originelle, que doit garantir l'État, dont doit nous prémunir l'État, qui remonte en France. Et donc cette question-là est déjà centrale, notamment dans les comportements électoraux, et deviendra et continuera d'être au cœur de nos comportements électoraux, de nos réactions politiques. Mais je ne crois pas que la question du port d'armes en France sera posée. Donc nous, on n'a pas tellement de solutions en vue, si ce n'est de se dire que c'est à l'État de réarmer lui-même. Se réarmer. Alors que les États-Unis sont sur un logiciel vraiment tout à fait différent et qui fait même peur aux citoyens français en se disant si je côtoie quelqu'un qui porte une arme, il sera un danger pour moi aussi. C'est ça qu'on se dit quand même. Oui, mais je pense qu'il ne faut pas oublier, là je me fais le lecteur de René Girard, que la violence est toujours consubstantielle à la constitution des sociétés, notamment occidentales et les autres aussi. Je pense qu'il ne faut pas oublier cette part maudite, comme dirait Georges Bataille. Elle sera toujours là. Vous avez raison, mais ce qui est en même temps très important, c'est qu'en Europe, sur 500 ans, vous aviez une baisse de la violence physique, qui est mesurée par le nombre d'homicides en particulier. Et donc, on n'a jamais éradiqué la violence, il y a toujours la part maudite, mais elle a considérablement diminué. Et nous étions, jusque dans les années 80, dans des sociétés relativement pacifiques, qui s'étaient largement... qui était devenue largement, j'allais dire presque douillette d'un point de vue historique comparé à ce que ça a été. Et là, depuis une vingtaine d'années, on a cette remontée de la violence qui pose la question de la décivilisation, qui pose la question du retour de la violence. Retour du religieux. Et du retour du religieux. C'est vrai que c'est concomitant. On dit ça sur Radio Notre-Dame. Et RCF. Il est 9h45 sur RCF et à Radio Notre-Dame aussi. On continue ce débat du jour. Toujours avec Philippe Guibert et Vincent Petitet. On va parler du budget maintenant. Oui, mais là, je suis perplexe parce que là, ils ont ouvert un débat énorme. Est-ce que le retour de la violence coïncide avec le retour du religieux ? Qu'est-ce qu'on fait ? On se le met sur la table ou pas ? Ou on attend ? C'est pas en Europe qu'il est... mais on peut revenir. Non, mais c'est vrai que c'est une vraie question. Le retour du religieux, il nous est plutôt importé. C'est le retour du sacré. Le retour du sacré correspond-il à un retour de la violence ? Oui, parce que c'est pas entraîne-t-il un retour de la violence ? Oui, parce que c'est pas le retour de la sainteté. Le sacré est quelque chose de beaucoup plus violent que la sainteté. Le sacré est quelque chose de plus sanglant, de plus sacrificiel. La sainteté ouvre, en fait. Donc c'est un rapport religieux qui est très différent entre les deux. Et pourquoi l'un et pas l'autre ? Parce que comme il y a paradoxalement, je pense, un désintéressement de la religion, il y a néanmoins le ressurgissement du sacré, c'est-à-dire que c'est une forme religieuse qui est presque athée. Donc on n'a plus que des rituels, je dirais, du sacré, qui peuvent être des rituels assez violents, mais on n'a plus de rapport au mysticisme et à la sainteté. La sainteté ouvre, elle enfante quelque chose. Le sacré est toujours lié à une forme de sang et de sacrifice. On le voit dans l'Eucharistie d'ailleurs. Alors le sacré, c'est ce qui justifie le sacrifice. Ouais, exactement. C'est presque étymologique. Chez les Aztèques, comme disait Bataille, le sacré est tout puissant. Et il est très sanglant. Là, il n'y a pas de sainteté chez les Aztèques. Et donc le sacré, c'est une forme anarchique, non canalisée, qui vient du tréfonds de l'âme humaine, alors que la sainteté, c'est ce qui illumine l'âme humaine et l'ouvre à autre chose. Oui, c'est un rapport religieux très très différent. Mais toute société, y compris démocratique et sécularisée, a du sacré. A du sacré. Nous avons notre sacré laïque, sécularisé, qui fait qu'il y a un certain nombre de sujets auxquels on ne touche pas, et nous avons nos sujets tabous parce que sacrés. Et donc, la liberté d'expression n'est jamais totale. Il y a des limites à la liberté d'expression. C'est Régis Debray qui a beaucoup écrit sur ce sujet. Et donc, nous avons notre sacré. Est-ce que la violence revient parce que le sacré revient ? Je ne crois pas. Je crois que ça renvoie à d'autres transformations de nos sociétés, l'individualisme, le consumérisme, la perte de culture
au sens le plus large du terme. Mais n'est-ce pas lié, Philippe Guibert, à ce que vous disiez tout à l'heure, comme on est dans une société qui était douillette, finalement, on ne se satisfait pas de ce caractère douillet et on a besoin du sacrificiel, quelque part, de retrouver quelque chose qui nous... je crois pas. Du sacrifice, en fait, tout simplement. Une demande de sacrifice, de soi, et parce qu'on ne se satisfait pas d'une société statique qui nous enferme dans une forme de confort. Oui, mais c'est lié à ça. Une question. Je pense au colonel Beltrame qui, lui, s'est sacrifié. Il a été sacralisé, à juste titre. Ou sanctifié. Et je ne sais pas si c'est une expression de la sainteté ou du sacré. C'est-à-dire qu'il a été capable de sacrifier sa vie en allant remplacer un otage, parce que c'était un terroriste qui avait dans une boutique, dans un supermarché, je crois, pris en otage un certain nombre de personnes, et il s'est sacrifié. Et donc, nous avons toujours cette admiration profonde pour le sacrifice. Mais là, ce qui ressurgit, c'est plutôt l'économie des pulsions, l'incapacité à accepter la frustration. Et donc tout ce que la civilisation, le processus de civilisation, c'est de maîtriser les pulsions et les désirs. Et là, nous sommes peut-être entrés dans une période où cette maîtrise des pulsions et des désirs n'existe moins, elle existe encore. Mais regardez le trafic de drogue, c'est précisément l'expression de ça. Et c'est une des expressions les plus violentes qui soit aujourd'hui dans notre pays. C'est vraiment la force et l'argent avant toute chose. Donc c'est une libération totale des pulsions. On se retrouve avec des gamins de 14 ans qui acceptent 20 000 euros pour aller éliminer quelqu'un. Pour reprendre un triste cas, un tragique fait divers de ces dernières semaines à Marseille, commandité par un type qui est un trafiquant qui est en prison. Voilà ce type de violence. Et donc je vois plutôt ça comme une décivilisation que comme une perte de sacré. Et Vincent Petitet, justement, la déconstruction des pulsions, des désirs, enfin la libération plutôt de tout ça, ce n'est pas lié justement à des auteurs comme Michel Foucault quand même aussi ? Non, parce que non. Alors, Foucault disait il a toujours dit que lui, il était un fabuliste. C'est-à-dire qu'il écrivait des fictions et qu'il était pour une affirmation non positive, c'est-à-dire non dogmatique. Ce qui ne veut pas dire qu'il était pour le dérèglement des sens rimbaldien, si ce n'est de façon littéraire, mais il était pour une réinvention de soi. Et la réinvention de soi, ça passait aussi par la prise en compte de l'autre dans son entièreté, puisque Foucault, effectivement, étudiait un petit peu les origines des individus, qu'est-ce qui les motivait, mais sans aucun jugement. Ce qui est intéressant, moi je pense qu'on est plus dans la déconstruction du surmoi que dans la manifestation anarchique des pulsions. Et c'est intéressant parce que Philippe Guibert parlait du sacré et de la sainteté. J'ai l'impression que moi, le sacré se méfie de la sainteté. Par exemple, vous prenez l'exemple des mystiques rénans au Moyen-Âge, qui ont été plus ou moins persécutés par l'Église, qui était tenante du sacré. Ou vous prenez les grands soufis d'Afghanistan dans les années 60-70, qui ont été persécutés par les autorités religieuses qui avaient le monopole du sacré. Donc le sacré se méfie de la sainteté. La sainteté est plutôt innocente, elle ne se méfie pas. C'est un rapport très individualiste, très individualisé finalement à Dieu et au mysticisme. La sainteté, elle est plus humaine alors que le sacré, il est plus ecclésial, quoi, presque. J'ai l'impression que oui, mais la sainteté, paradoxalement, est très consciente de l'incarnation. Parce que la sainteté passe par le corps, la stigmatisation. Oui, ça, c'est personnel, la sainteté. C'est-à-dire qu'on focalise sur une personne. Oui, mais c'est une ouverture fantastique sur le monde. Oui. Est-ce qu'on peut dire que la sainteté est de l'ordre de la spiritualité, donc de l'individu, alors que le sacré est l'ordre de la religion et donc du social ? Peut-être que le sacré est plus de l'ordre du collectif. Voilà, exactement. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut partager ? On peut avoir tous un regard sur le sacré. Quand on rentre dans une église, on a tous un regard sur le sacré et on peut d'ailleurs avoir une opinion, une manière différente d'aborder le sacré, alors que la sainteté, c'est quelque chose qui est assez individuel et qui est différent. D'ailleurs, c'est pour ça que dans l'église, on béatifie, on canonise des gens individuellement pour des miracles ou pour des choses très particulières réalisé individuellement par telle ou telle personne. Je dirais même qu'il n'y a pas d'ascenseur pour la sainteté. C'est-à-dire que vous pouvez être touché par la sainteté. On parlait de Jacques Fesch la semaine dernière, de façon totalement imprévisible. Alors que le sacré, il y a presque des balises, il y a des symboles, il y a des prières, il y a des rituels qui font qu'il y a un balisage vers le sacré. Alors que la sainteté a un côté beaucoup plus imprévisible, extatique. Mais le sacré peut faire peur si justement il s'exprime le cannibalisme de peuplades
du Pacifique est une forme était régulée par du sacré. Oui, Et ça absolument. fait peur. C'était autorisé, ça faisait partie de leur sacré à eux. Tout comme les bûchers au Moyen-Âge de l'Inquisition Voilà. étaient une célébration du sacré. Vous parliez des Aztèques tout à l'heure, Oui. et des massacres sur les pyramides aztèques que les Espagnols ont découverts. Ça a fait peur aussi à l'occidental. Il s'est dit, il y a des rituels absolument terrifiants. Ou alors il s'est dit, c'est une nouvelle forme d'Eucharistie. Voilà, on ne peut pas s'en prémunir. Voilà, il y a des On va le Eucharisties. Voilà. Mais après, comment voulez-vous que je revienne au budget avec des Oui, discours là, Non, mais bah, non, le budget n'est pas sacré. On va laisser tomber le budget. Bah non, Oui, bah, oui, Il arrêtez, n'est on ni l'a du dit, domaine on de l'a la dit. sainteté, ni du domaine du sacré, visiblement. Non, mais du collectif. Alors la Ah, ça, question, du c'est- collectif. Ah oui, le collectif. mais alors, Moi, moi, je paye pas pour la sainteté. j'écoutais C'est dommage, ça. le rabbin que vous avez reçu tout à l'heure, dont j'ai oublié. Yann Boissière. Yann Boissière, ouais, qui parlait de la déconviction. Je trouvais que c'était un terme très intéressant parce que finalement, le fait que les gens ont assez de l'impôt, il y a une déconviction finalement vis-à-vis de l'action publique. C'est-à-dire qu'on se dit on va payer mais pour rien. Et il y a une désacralisation presque de l'action politique et publique. On se dit on paye mais pourquoi faire? Parce que c'est quand même assez paradoxal que nous soyons dans le pays qui a le plus de dépenses publiques et sociales, au moins en Europe, le plus de prélèvements obligatoires, et qu'en même temps, on ait une telle insatisfaction qui n'est pas du fantasme, l'insatisfaction, par rapport à des grands services publics qui sont absolument fondateurs de notre pays et d'une société en général, l'hôpital, la police, la justice, l'école. Et donc, effectivement, cette déconviction, comme vous dites, elle s'enracine dans des expériences vécues des citoyens qui se disent que l'école a perdu en niveau, il n'a plus la même exigence, et que donc l'éducation de leurs enfants n'est pas assez satisfaisante. L'hôpital, on l'a vu suffisamment pendant la pandémie, comment il pouvait être sous tension, et on a toujours des urgences qui sont dans une situation épouvantable. Au bout de 4-5 ans, on n'arrive toujours pas à régler le problème. Et puis vous pouvez continuer sur la police, et en particulier sur la justice, et sa lenteur, qui fait que la justice est noyée sous les dossiers. Et donc, comment peut-on expliquer qu'en ayant, je crois, 55 ou 56% de notre richesse consacrée aux dépenses publiques et sociales, et qu'en ayant quelques 45% de la même richesse qui est prélevée sous forme d'impôts, cotisations et autres taxes, comment se fait-il qu'on en arrive là? C'est un vrai problème. Et on en revient à notre histoire particulière, à notre imaginaire national particulier, qui est que la France, ça existe par un État. Et donc, quand l'État ne remplit plus son rôle, nous sommes en crise profonde, au-delà même de la crise institutionnelle, parlementaire, éventuelle ou gouvernementale, à laquelle on peut insister à laquelle on assiste déjà, et à laquelle on peut assister dans les semaines qui viennent. Il faudrait cesser de sacraliser l'État, il faudrait se désintoxiquer là, parce que d'abord mais l'État c'est n'en peut compliqué. plus, et puis nous, en fait, on se défausse d'une certaine façon. C'est une manière aussi de se défausser, de se Absolument. déresponsabiliser, de sacraliser l'État, non, Vincent Petitet? Bah oui, mais c'est vrai qu'on est dans ce que Crozier appelait la société bloquée, c'est-à-dire qu'on est face à des phénomènes aussi bureaucratiques massifs, une suradministration peut-être qui coûte effectivement L'hôpital en est un bon beaucoup exemple. d'argent. Oui, l'hôpital qui est lié maintenant systématiquement aux ARS. On en revient à l'évaluation chiffrée de l'acte médical. Peut-être qu'il faut aussi s'interroger sur le fait que l'action publique maintenant elle est juste liée, alors c'est important finalement, au financier, mais que l'engagement citoyen, l'engagement politique est un petit peu démonétarisé. Alors que c'est aussi une forme d'engagement, d'action publique finalement que le citoyen s'engage. Et aujourd'hui, c'est plus du tout valorisé. Ce qui est valorisé, effectivement, c'est la dépense publique, c'est le budget, ce sont les comptes publics. Peut-être que l'État devrait s'interroger aussi sur une forme de gratuité de l'engagement citoyen. Ça serait l'occasion de le rappeler avec ce budget, avec cette bien discussion sûr. budgétaire. On ne parle que de chiffres, de taxes d'habitation, Il qui faut pourraient bien. revenir. Il faut bien. Mais on ne parle pas de l'engagement des gens. On ne parle pas d'idéal en fait. Non, on ne parle pas de l'idéal du service public qui pourtant a été extrêmement puissant en oui. France, puisqu'on parle de l'État, on est obligé de parler de l'idéal du service public, qui est un idéal laïque. Le CNR, Mais le qui Conseil est- national de la résistance. c'est ce que vous Absolument, dites, hein. et vraiment la notion de service public en France a un sens particulier. Et c'est vrai que dans les multiples réformes, depuis 20-30 ans, on a perdu cette idée du service public qui était quand même à la base de la vocation des agents publics, de beaucoup d'agents publics, qu'on pense aux enseignants, qu'on pense à bien d'autres agents publics. Et donc là, on a perdu un sacré laïc
tout à fait fondamental en France, qui est celui de l'État, du service de l'État, du service du pays et du service des Français et des citoyens. Pour revenir à ce que disait Vincent tout à l'heure, il faut prendre la question de Notre-Dame de Paris en amont avec le tourisme, etc. Exactement. Là, on pourrait dire la même chose, il faut prendre le sujet du budget en amont et regarder d'abord l'idéal collectif qu'on veut mettre derrière, etc. Mais si je peux ajouter Et pas les chiffres. un mot très court, nous sommes un peu, nous aussi, citoyens responsables, parce que nous attendons beaucoup de l'État, notamment en matière sociale. Pas nous, parce qu'on vit sans subvention ici. C'est votre don. C'est bien Voilà. dommage. Et voilà, et on met du cœur à l'ouvrage. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été nos invités ce matin. Merci Louis pour cette semaine de matinale. Merci Pierre-Henri Paget, le réalisateur de cette grande tranche, 6h30, 10h chaque jour. Imaginez un peu ce marathon.